Bonjour à tous, dans cette vidéo nous aborderons la réalisation de tables de Carnot ainsi que leur utilisation pour obtenir des formes normales, conjonctives ou disjonctives de longueur minimale. Pour cela, nous aurons besoin de quelques notions de théorie. Alors tout d'abord, quelques définitions. Une clause est une disjonction de variables propositionnelles ou de négation de variables propositionnelles. Ensuite, lorsque l'on fait une conjonction de clauses, ce que l'on obtient, c'est ce qu'on appelle une forme normale conjonctive. Ici, on notera que puisque l'on effectue une conjonction de clauses, ce que l'on obtient, c'est bien une conjonction de disjonction de variables propositionnelles ou de négation de variables propositionnelles. Enfin, si par rapport à cette définition, on inverse les rôles des conjonctions et des disjonctions, on obtient alors ce que l'on appelle une forme normale disjonctive, à savoir une disjonction de conjonction de variables propositionnelles ou de négation de variables propositionnelles. Passons directement à un exemple. Nous allons tout d'abord nous intéresser à la façon de construire ce que l'on appelle la table de Carnot de cette proposition. Pour ce faire, on aura besoin de sa table de vérité. Celle-ci ayant déjà été construite en détail dans la vidéo précédente, je ne reviendrai pas sur la construction de cette table de vérité. Pour construire la table de Carnot, on devra tout d'abord séparer les variables propositionnelles qui interviennent dans la formule, à savoir ici P, Q et R, en deux sous-groupes de variables de taille égale ou de taille les plus proches possibles. Dans ce cas-ci, on séparera les variables en mettant deux d'un côté et une de l'autre. Le choix des variables que l'on regroupe dans un même ensemble n'ayant pas d'importance spécifique. Une fois ces deux ensembles séparés, on listera pour chacun d'entre eux la liste exhaustive des valeurs de vérité que peuvent prendre ces ensembles de variables propositionnelles. On les ordonnera ensuite dans la table de Carnot en veillant à ce que deux tuples de valeurs de vérité de chacun de ces ensembles ne soient successifs que si ces tuples sont identiques pour toutes les valeurs des variables propositionnelles sauf une. Ainsi, si l'on regarde ce qui a été fait dans cette table, au niveau des colonnes, on constate que la première colonne est associée aux valeurs de vérité 1, 1 pour P et Q, et que pour la deuxième colonne, ce sont les valeurs 0, 1 qui sont associées à P et Q. Ainsi, seule la valeur de vérité d'une variable propositionnelle, ici, a changé, à savoir celle de P qui est passée de 1 à 0. Le reste des valeurs, à savoir celle attribuée à Q, est resté inchangé. De même, si l'on compare les valeurs de vérité prises dans la deuxième et la troisième colonne pour cet ensemble PQ, on constate là alors que la valeur P reste inchangée, mais que la valeur de vérité associée à Q est elle passée de 1 à 0, autrement dit de vrai à faux. Voilà pour ce qui est des contraintes techniques associées à une table de Carnot. Une fois ces contraintes mises en place, il est nécessaire de remplir la table de Carnot. Pour ce faire, on revient à notre table de vérité et on constate que pour le triplet où P, Q, R sont tous faux, la proposition phi prend la valeur vraie. De ce fait, à l'endroit correspondant dans la table de Carnot, à savoir ici la troisième colonne et la première ligne, nous indiquerons une valeur 1 qui indique que la proposition phi est vraie pour ce triplet de valeurs. On peut ainsi poursuivre avec la deuxième ligne de la table de vérité qui correspond au cas où les variables propositionnelles P et Q sont fausses et la variable R est vraie. Dans ce cas, on constate que la proposition phi est fausse et on indique dans ce cas-ci, dans la troisième colonne et deuxième ligne, que la formule phi est fausse. On peut procéder ainsi avec le reste de la table, ce qui nous permet de la compléter dans son entièreté. Une fois cette table construite, afin d'obtenir une forme normale disjonctive de longueur minimale pour la proposition phi, nous devrons repérer dans cette table les plus grands sous-rectangles composés uniquement de 1 qu'il est possible de construire et dont le nombre d'éléments est une puissance de 2. Dans ce cas-ci, nous devrons tout d'abord faire un premier rectangle qui contiendra toutes les valeurs 1 des deux premières colonnes. Ensuite, nous constaterons qu'il restera 1, 1 isolé en première ligne et troisième colonne. Nous devrons donc construire un nouveau rectangle contenant cette valeur 1. Afin d'obtenir le résultat escompté, à savoir une forme normale disjonctive de longueur minimale, il est toujours nécessaire de considérer les rectangles les plus grands possibles. Ainsi, dans ce cas-ci, quitte à recouvrir certains éléments déjà considérés par le premier rectangle, nous allons construire un rectangle de taille 2 x 1 contenant l'élément 1 qui était encore isolé jusque-là. Une fois ce découpage effectué,
transformons ce découpage en une forme normale disjonctive de longueur minimale. Pour ce faire, nous devrons nous intéresser aux caractéristiques de chacun des rectangles. Pour le premier rectangle que nous avons construit, nous constatons qu'au niveau des valeurs de ces variables propositionnelles, la valeur commune à tous les éléments composant ce rectangle est que la variable propositionnelle Q est toujours vraie pour chacun de ces tuples. Tandis que les variables propositionnelles P et R prennent aussi bien les valeurs vraies que fausses en fonction des tuples considérés. Ainsi, nous pourrons associer ce rectangle à la formule Q. Nous constatons ensuite que le deuxième rectangle que nous avons tracé correspond aux lignes et aux colonnes pour lesquelles la variable propositionnelle P est toujours fausse et pour lesquelles la variable propositionnelle R est également toujours fausse. De ce fait, ce rectangle sera associé à la formule non P et non R, puisque ces deux conditions sont vérifiées simultanément pour tous les éléments composant ce rectangle. La forme normale disjonctive obtenue est donc la disjonction de ces deux éléments, puisque pour que la formule phi soit vraie, il est nécessaire de se trouver soit dans le premier rectangle, soit dans le deuxième. Voilà pour ce premier exemple. Passons directement à un second, dans lequel on considère toujours la même proposition phi, mais on cherche cette fois-ci à obtenir une forme normale conjonctive pour cette formule. Pour ce faire, nous partons toujours de la même table de vérité, mais nous allons cette fois-ci nous intéresser non pas à la proposition phi, mais à sa négation, à savoir la proposition non phi. Nous obtenons alors la table de Carnot suivante. La stratégie pour obtenir une forme normale conjonctive de longueur minimale est de chercher tout d'abord une forme normale disjonctive correspondant à la proposition non phi. De ce fait, nous allons recommencer le même processus que dans l'exemple précédent, mais pour la proposition non phi. Nous obtenons cette fois-ci deux rectangles de dimension 2 fois 1. Le premier de ces rectangles est associé au cas où la variable propositionnelle P est vraie et la variable Q est fausse, tandis que le deuxième rectangle est associé au cas où la variable propositionnelle Q est fausse et la variable propositionnelle R est vraie. Nous obtenons alors pour non phi une forme normale disjonctive de longueur minimale. Pour obtenir une forme normale conjonctive pour phi, nous devons alors nier la proposition obtenue. En effet, la négation de la proposition non phi nous rendra bien une proposition équivalente à phi. De plus, nous savons que la négation d'une disjonction de deux propositions correspond à la conjonction des négations de ces deux propositions. De ce fait, la proposition phi devient logiquement équivalente à la conjonction suivante. Il est encore ensuite possible de réécrire chacune des propositions qui composent cette conjonction en utilisant le fait que la négation d'une conjonction de deux propositions correspond cette fois-ci à la disjonction des négations des deux propositions considérées. Nous avons donc bien au final obtenu une forme normale conjonctive pour phi. Nous nous intéresserons à un dernier exemple pour lequel nous cherchons à obtenir une forme normale disjonctive et une forme normale conjonctive de longueur minimale pour la proposition phi dont la table de Carnot a déjà été réalisée au préalable. Nous constatons que dans ce cas-ci, nous avons un nombre pair de variables qui sont donc séparées en deux sous-ensembles de même taille. Ici, deux sous-ensembles de taille 2. Comme précédemment, nous cherchons à repérer dans ces tables des rectangles contenant uniquement des 1 et de dimensions les plus grandes possibles. Nous pouvons dès lors repérer un premier rectangle composé de la première ligne, à savoir de 4 éléments. Ensuite, il est possible de construire un deuxième rectangle composé de 4 éléments, ce qui nous laisse uniquement le 1 se situant sur la dernière ligne et dernière colonne à considérer. Avant de pouvoir construire notre troisième et dernier rectangle associé à la proposition phi, il nous sera nécessaire de revenir sur certaines propriétés des tables de Carnot. Comme indiqué en début de vidéo, les seules contraintes techniques sont de séparer le nombre de variables propositionnelles en deux sous-ensembles de même taille ou de taille les plus proches possible et d'organiser la liste des valeurs de vérité prises par chacun de ces sous-ensembles, de sorte à ce que deux sous-ensembles de valeurs de vérité correspondant à des lignes ou à des colonnes successives dans la table ne diffèrent que par une seule valeur de vérité. En réfléchissant à ces différentes contraintes, on peut assez rapidement constater que cela permet différentes configurations d'une même table de Carnot. En effet, j'aurais pu ordonner les colonnes dans un autre ordre tout en respectant les contraintes
imposée. De même, j'aurais pu grouper les variables différemment, ce qui nous aurait forcément amené à une autre configuration de la table de Carnot. Ainsi, afin que le choix des rectangles correspondant à une formule phi ne soit pas influencé par la configuration dans laquelle on se trouve, il sera nécessaire de considérer que la dernière colonne de la table est suivie par la première, ainsi on cycle au niveau des colonnes et une fois qu'on est arrivé à la dernière, son successeur sera la première colonne de la table et qu'il en est de même au niveau des lignes. La table n'est donc pas fermée, simplement quand on sort par une extrémité de la table, on considère que le cheminement à l'intérieur de la table peut se poursuivre par l'extrémité opposée. Ainsi, afin de construire un rectangle qui recouvre l'élément 1 situé en 4e ligne et 4e colonne, nous pourrons former un rectangle composé de deux éléments 1 situés tous deux sur la dernière colonne, mais avec un élément 1 situé sur la 4e ligne et l'autre sur la première, puisque ces lignes sont bien successives. Nous obtenons dès lors la forme normale disjonctive suivante composée de 3 blocs. De la même façon, en travaillant avec la table de Carnot associée à la formule non phi, nous pouvons construire ici 3 rectangles. Un premier rectangle de taille 4 qui sera constitué de 1 situé sur la 4e et la première colonne, puisque ces colonnes sont bien adjacentes ou successives, et ensuite 2 rectangles contenant 2 éléments 1. Nous obtenons dès lors la forme normale disjonctive suivante pour non phi, qui peut être transformée en une forme normale conjonctive pour phi en passant à la négation. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Bon travail à tous!